Bonsoir à tous, merci d'être encore là en cette fin de congrès et puis merci au comité d'organisation de m'avoir invité à venir. J'ai trouvé ce congrès passionnant, même pour un non-réanimateur de métier. Et j'ai beaucoup apprécié la soirée de gala hier soir aussi, mais ce n'est pas le sujet. Donc on m'a demandé de vous parler de l'antibiothérapie aux urgences et surtout de l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il faudrait la protocoliser? Alors ça c'est des liens d'intérêt mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce topo. Alors quand j'ai essayé de préparer le topo, sur le début, je me suis dit, il y a vraiment tellement de raisons de faire une protocolisation de l'antibiothérapie aux urgences que ça va être difficile de tenir en 15 minutes. Donc j'ai essayé de garder les raisons qui sont solides et éventuellement convaincantes si vous avez à essayer de faire un plaidoyer sur le sujet. Donc d'abord, l'émergence de la résistance, je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe tous et pour lequel vous avez tous des tas de figures et de cartes en tête. La corrélation entre les consommations d'antibiotiques et la résistance, là aussi, il y a quand même beaucoup de séries et ça aussi tout le monde connaît bien. Et ce qui est important à souligner, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire quand on a fini par trop mal utiliser les antibiotiques et avoir des flores résistantes chez les patients dont on s'occupe, on est amené à prescrire plus d'antibiotiques à large spectre. Et c'est un cercle vicieux dont on aura du mal à se sortir dans les années qui viennent. Et vous savez tous aussi que la plupart des firmes pharmaceutiques ont abandonné la recherche de nouveaux antibiotiques. On a la chance d'avoir encore deux laboratoires qui essayent de suivre cette piste-là, mais c'est vraiment beaucoup moins que ça a été. Alors juste des cartes qui marquent et que vous avez sûrement déjà vues, ça c'est la consommation d'antibiotiques par habitant en 2015, où la France est numéro 2 ou numéro 3, hein, ça c'est tout venant en ville et à l'hôpital. Et quand on regarde en miroir la résistance des Escherichia coli au céphalo de troisième génération dans les souches identifiées à l'hôpital, donc les patients dont on s'occupe par exemple quand on travaille aux urgences, on voit qu'on est dans les couleurs pas très sympathiques, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de 10% de résistance, c'est-à-dire que quand on se retrouve avec des sepsis ou des chocs septiques à point de départ des infections communautaires, on n'est jamais tout à fait tranquille avec les C3G, alors qu'il y a 10 ans, c'est des questions qu'on ne se posait pas. Et ça, c'est probablement parce qu'on a mal utilisé les antibiotiques. Il y a aussi des données avec des échelles même plus, un grain un peu plus fin, des données françaises, ça c'est sur la consommation des antibiotiques, la résistance toujours de colis au C3G, enfin la proportion de colis BLSE parmi les souches de ville. Donc là, je ne parle pas de ce qui est à l'hôpital. Vous voyez, ça vaut le coup d'habiter en Bretagne, au moins pour les résistances. Donc ce n'est pas parce que je suis breton que je fais ma pub. Mais en miroir, on voit que les consommations, que ce soit dans les établissements de santé ou en ville, sont aussi avec une répartition nationale qui est un peu comparable. Donc il y a assez peu de doutes qu'il y ait des corrélations entre les consommations d'antibiotiques. Si on les utilise bien, on aura moins de résistance et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Donc ça fait une première raison pour essayer de faire des efforts vers un bon usage des antibiotiques et donc d'essayer de protocoliser ça aux urgences. Et puis un dernier argument qui n'est pas souvent utilisé, mais qui est pourtant très important sur ce sujet des résistances. Vous avez sans doute tous entendu il y a quelques années la directrice de l'OMS qui avait tiré la sonnette d'alarme. Elle avait dit quelque chose d'important et qui n'a peut-être pas été si diffusé. Elle avait dit attention, ce qui est menacé avec ces résistances et cette absence de nouveaux antibiotiques en perspective, ce n'est pas seulement les maladies infectieuses ou la réanimation des maladies infectieuses, c'est finalement pas mal de choses dans la médecine moderne, des choses comme des greffes de moelle, des transplantations d'organes, des poses de pacemaker, de prothèses de hanches. Tout ça, c'est des progrès qui ont été possibles le siècle dernier quand on avait des antibiotiques qui étaient efficaces pour protéger les patients et qui risquent de disparaître. Donc, un premier argument, à mon avis, important pour dire qu'il faut qu'on essaye d'être excellent sur la prescription des antibiotiques aux urgences comme ailleurs. La deuxième raison pour laquelle ça vaut le coup d'avoir des protocoles, c'est que ce n'est pas facile d'avoir une juste prescription des antibiotiques. Et ça, c'est des choses que vous connaissez tous. Je peux passer rapidement, mais finalement, c'est assez rare qu'on ait des diagnostics certains aux urgences. Les patients, que ce soit pour rentrer chez eux ou pour être admis, on a avec des espèces de faisceaux d'hypothèses. Donc on est parfois amené à gérer plusieurs hypothèses. Et si on a des protocoles qui nous disent c'est tel antibiotique pour telle hypothèse, ça ira quand même plus vite. Les recommandations changent très vite. Alors, pour la réanimation, j'ai vu qu'ils avaient aussi un groupe qui fait des recos et qui est assez actif. Mais nous, en maladie infectieuse, le groupe de la SPILF, là, on sort à peu près 5 ou 6 nouvelles recos par an. Parce que les résistances changent, parce qu'il y a pas mal de nouvelles études, notamment sur les durées de traitement, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et puis, il y a un truc qui est très mauvais, sur lequel on essaye de faire du progrès à la SPILF, mais on a du retard. C'est que ces nouvelles recos ne sont pas toujours bien ciblées une fois qu'elles sont écrites, et surtout, les formats ne sont pas adaptés à leur utilisation, encore moins aux urgences. Par exemple, le texte court des recos infections urinaires 2014 fait 83 pages. Et je vous parle du texte court. Donc ça, on est en train de s'améliorer, mais on imagine bien qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui gère 15 ou 20 patients sur quelques heures de devoir regarder ce qu'on donne dans les infections urinaires.
Et puis, il y a encore un point qui est important, c'est qu'il n'y a pas que les antibiotiques dans la vie. Et c'est vrai qu'on demande aux urgentistes d'être optimaux sur la gestion de l'infarctus et de l'AVC, etc. Donc, si on peut leur mettre des protocoles pour les différentes maladies qu'il faut gérer en urgence et assez facile à utiliser, c'est bien. Et puis, dernier point, les spécificités des urgences. Il y a deux spécificités qui imposent d'avoir des protocoles. Le premier, c'est le turnover des prescripteurs. Là où je travaille, j'ai vu changer les équipes d'urgentistes. Là, ça fait 10 ou 15 ans que je suis là-bas. Il n'y en a pas un seul qui était là il y a 10 ans. Ils sont bons en général, mais ils ne restent pas longtemps. Et du coup, si on compte simplement sur les formations des gens sans avoir des protocoles sous la main, on risque de s'épuiser assez vite parce que ça bouge vite. Et puis l'autre problème, c'est que dans urgence, il y a le mot urgence. Et donc, il faut avoir des trucs qu'on utilise vite et qui sont simples à lire. Et c'est une autre raison pour avoir des protocoles. Troisième raison, c'est l'exemplarité des prescriptions hospitalières. On voit bien quand on fait des FMC en ville que les médecins de ville, que ce soit les spécialistes ou les généralistes, ils regardent ce qui se passe à l'hôpital, ils regardent les prescriptions qui sortent de l'hôpital et ils se disent tiens, maintenant on utilise plutôt la lévofloxacine dans telles pathologies. Donc ça, c'est important. Et l'exemplarité est aussi importante pour les étudiants. Et beaucoup d'internes de spécialité vont avoir aucune occasion de se former sur les nouvelles recommandations des infections urinaires en dehors des passages qu'ils vont faire dans leur garde d'urgence. Si par exemple je suis interne de rhumato et que je fais 4 ou 5 gardes d'urgence par an à l'hôpital, ça sera une occasion d'avoir accès aux nouveaux protocoles parce que je n'irai pas chercher ça tout seul. Et les externes qui sont encore plus importants, encore plus nombreux, qui apprennent beaucoup lors de leur passage aux urgences. Et je pense que d'avoir des choses protocolisées leur fera du bien. La quatrième raison, c'est pour aller un peu à contre-courant de ce qu'on a estimé pendant longtemps. On a longtemps pensé que finalement, ce n'était pas très grave au niveau antibiotique, ce serait rectifié après quand les gens montent dans les étages, par exemple. C'était la désescalade, c'est-à-dire on commence, on fait du large spectre, et puis ils verront plus tard avec les résultats, et en essayant de mieux analyser la situation. Donc il y a le concept de désescalade qui dit que même si on commence à large spectre, et si c'est rectifié à 24-48 heures, il n'y aura pas trop de dégâts. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup d'arguments récents. Alors, il y a des arguments plus anciens, expérimentaux, je vous en montrerai un ou deux, mais aussi des grandes études randomisées qui suggèrent que l'impact des antibiotiques sur la résistance, c'est dès la première prise, dès le premier jour. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater dès le début, chaque fois qu'on peut. Et je vais vous montrer ce genre de données. Alors ça, c'est vraiment une étude intéressante qui est vieille et qui n'a peut-être pas été aussi bien remarquée à l'époque. C'était des pauvres souris à qui ils mettaient dans leur alimentation de temps en temps des Serratia résistantes. Et tant que la souris ne prenait pas d'antibiotiques, vous avez la courbe du haut, c'est la quantité d'Escherichia coli multisensibles dans les selles de la souris. Vous voyez que c'est assez peu perturbé. De temps en temps, on lui donne de la Serratia, on la voit apparaître un peu dans les selles et puis ça disparaît parce que les bactéries multisensibles ont la supériorité numérique et que ça leur suffit. Si maintenant vous nourrissez ces souris avec un petit peu d'amoxicilline, qui n'est pourtant pas un antibiotique large spectre, on voit que très rapidement les Serratia résistantes prennent le dessus, parce qu'on aura dégommé les colis multisensibles. Et surtout, ce qui est assez frappant, c'est que ça, c'est des J1. C'est-à-dire vous commencez l'amoxicilline aux souris à J1 et à J2, vous avez déjà l'émergence des Serratia résistantes. Ce qui veut dire que l'antibiothérapie, la première prise ou la première journée, aura déjà un impact. Ça a été montré aussi, ce genre de notion de l'émergence très précoce des résistances par un travail qui a été fait à partir des urgences de Bichat, où ils avaient comparé des patients qui étaient exactement identiques au départ, qui avaient consulté pour des suspicions d'infection urinaire et qui avaient donc eu une prescription de lévofloxacine. Et ils ont comparé ce qu'on trouve dans les selles des patients avant qu'on démarre la lévofloxacine. Donc c'est ce que vous voyez sur la figure de gauche, c'est la quantité d'entérobactéries dans les selles des patients après la première prise de lévofloxacine. Donc si on n'en a pas pris, on a beaucoup d'entérobactéries. Et dès qu'on en a pris, dès le premier jour, on en a à peu près 100 fois moins. Il y a 2 logs de différence. Et sur la figure de droite, c'est la proportion de ces entérobactéries qui commencent à devenir résistantes au quinolone. Et après la première prise, vous avez déjà 3 logs de différence quasiment. Donc ça montre que dès la première prise, on a déjà commencé à perturber les flores, et probablement durablement. Et l'autre étude qui montre ça, alors ce n'était pas du tout fait pour ça, mais vous avez dû entendre parler de ce papier dans le New England qui montre que pour les infections intra-abdominales, quand les gens sont opérés 4 jours, ça suffit, il n'y a pas besoin de 8 jours. Et dans les critères secondaires, ils voulaient regarder si le fait de traiter 4 jours au lieu de 8 jours sur plus de 200 patients par bras, est-ce qu'on n'allait pas voir des bénéfices en termes d'émergence de résistance ou de Clostridium difficile. Et la réponse est non, ça ne change rien. Et une des explications, c'est que probablement, dès qu'on a pris 2-3 jours d'antibiotiques, on a déjà fait les dégâts.
Donc c'est pour ça, autre raison, qu'il faut essayer d'avoir la juste prescription dès le début. La raison 5, c'est peut-être la plus évidente, mais comme ça a déjà été bien développé par les deux orateurs précédents, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'à l'inverse, autant il faut savoir ne pas prescrire d'antibiotiques quand les gens n'en ont pas besoin, autant il faut savoir prescrire vite et bien quand ils en ont besoin. Donc ça, c'est la fameuse étude de Kumar avec cette figure très jolie. Et ça, c'est la cohorte française des méningites bactériennes, qui est une cohorte qui n'est pas une démonstration absolue que ça vaut le coup d'avoir des protocoles, mais pour vous expliquer l'historique, Xavier Duval, donc, qui était le coordonnateur des recommandations méningites que vous connaissez toutes, qui ont été publiées en 2008, a voulu lancer une cohorte en France quelques années plus tard pour voir si on appliquait bien les prescriptions qui sont dans ces recommandations et qui sont probablement des recommandations qui ont vraiment eu un impact sur la prise en charge des patients, parce qu'elles ont été faites avec un vrai groupe multidisciplinaire. Il y avait des urgentistes, il y avait des réanimateurs, il y avait les généralistes, il y avait les microbios, les neurologues, et qu'elles ont des tableaux assez simples. Je crois que tout le monde, ou quasiment tout le monde, a appliqué ces histoires de mettre des corticoïdes, des C3G forte dose, etc. Et dans cette cohorte, donc, il a simplement, c'est observationnel, il regarde ce que font les gens dans les différents services hospitaliers. Il avait plus de 400 patients. Et il montre que, par exemple, il y a entre 98% et 100% des patients qui reçoivent bien une C3G une fois qu'ils ont l'examen direct du liquide cérébro-spinal qui leur est fourni. Et il montre que les 3/4 des patients reçoivent des corticoïdes, le plus souvent dans les situations où c'est recommandé. Donc ça montre que pour les maladies graves, si on fait des bonnes recos bien expliquées, les gens les appliquent, même en France. Et puis la dernière raison, qui est sûrement la plus importante, on pourrait se dire que ça ne sert à rien de faire des protocoles si on n'a pas démontré que ça servait à quelque chose. Et alors il y a pas mal de papiers, j'en ai sélectionné 3 ou 4, qui montrent que appliquer des protocoles aux urgences, ça a un impact. Donc ça, le premier papier que j'ai choisi, c'est un papier français qui s'est intéressé à des efforts qu'ils ont faits dans 7 grosses urgences pédiatriques de la région parisienne pour essayer d'inculquer le bon usage des antibiotiques dans les infections respiratoires de l'enfant. Et en fait, ils ont profité des recommandations 2011, qui étaient des recommandations du groupe pédiatrique d'infectiologie et de la SPILF, où on disait qu'il ne faut plus utiliser les céphalos et l'augmentin et plutôt que la MOX. Et ils ne se sont pas contentés de ça, ils sont intervenus dans les différentes urgences pour que tous les prescripteurs soient bien au courant que les recos ont changé et les appliquent. Et ils ont regardé la consommation d'antibiotiques avant et après cette intervention. Donc on voit que globalement, la consommation d'antibiotiques qui sort de ces services d'urgence a beaucoup diminué entre 2011 et 2012, donc au moment où ils font cette intervention. Et plus intéressant encore, c'est quand ils regardent de manière plus précise sur qui s'est opéré ce progrès dans les prescriptions, et ben c'est les enfants qui prescrivaient pour des infections respiratoires et pour lesquels on ne mettait plus l'augmentin et les céphalos. Donc c'est très spectaculaire là aussi. Et c'est des travaux de terrain dans un pays qui est le nôtre, donc on connaît bien. Les Américains ont fait quelque chose sur les infections urinaires et qui marche aussi très bien. Là, c'est un peu pareil, ils ont fait une espèce de renforcement des recommandations nationales sur la bonne prise en charge des infections urinaires, et ils ont regardé les prescriptions dans les cystites et dans les pyélonéphrite avant et après leur intervention, et ils montrent des améliorations très significatives sur le fait de prescrire le bon antibiotique, tout simplement. Et puis en France, tout récemment, là, ça a été publié l'année dernière, c'est un travail qui a été fait à Boulogne, dans les urgences de Boulogne aussi, où ils ont fait un gros boulot. Alors c'est important de souligner que c'est un gros boulot, c'est-à-dire là, ils ne se sont pas contentés de faire des protocoles et de les envoyer par mail aux prescripteurs. Ils ont obtenu un 0,2 ETP de médecins supplémentaires pour essayer de s'intéresser au bon usage des antibiotiques aux urgences, et qui leur a permis d'assister au staff, de faire des formations, de faire des revues de dossiers de temps en temps sur le bon usage des antibiotiques. Et ce qui montre, donc c'est avant ASP et après ASP, comme vous voyez sur la courbe, c'est qu'ils ont diminué très significativement la quantité d'antibiotiques prescrites, que ce soit l'augmentin et l'équinolone, alors que l'amoxicilline a plutôt eu tendance à augmenter. Et les barres bleu clair que vous voyez, c'est ce qui était considéré comme du bon usage. Donc c'est sur de l'analyse rétrospective des dossiers, mais ils ont étudié plusieurs centaines de dossiers. Et ce qui montre bien, c'est que le bon usage des antibiotiques soit reste le même, soit augmente, et que c'est le mauvais usage des antibiotiques qui a diminué. Donc ça peut vraiment marcher, c'est des choses qui sont faisables même dans nos services français, que ce soit en pédiatrie ou chez les adultes, avec un bémol quand même, c'est que écrire des recos ne suffit pas, c'est assez logique, mais cette même équipe de Boulogne avait publié l'année d'avant une évaluation de la prescription des antibiotiques dans ces urgences-là, avant qu'ils fassent cette intervention, mais ils décrivent bien dans leur papier qu'ils avaient pourtant des recos qui étaient distribués, donc les gens savaient ce qu'il aurait fallu mettre, et ils avaient 2/3 de non-conformité des antibiotiques dans ce travail, qui était essentiellement de donner des antibiotiques quand il n'y en a pas besoin, par exemple.
Donc, question subsidiaire, comment s'y prendre? Et là, heureusement que je n'ai pas le temps parce que c'est très compliqué. Ce qu'il faut faire probablement, c'est ce que les anglo-saxons appellent les low-hanging fruits. Il faut essayer d'attraper les trucs faciles à attraper, donc plutôt s'attaquer à infection urinaire, infection cutanée, des choses qui sont simples à reconnaître et relativement simples à traiter. Et puis, là, il manque la diapo, mais il faut probablement impliquer l'équipe locale dès le début dans ces recommandations et l'ensemble de l'équipe si possible, pas juste une ou deux personnes. Donc pour conclure, moi j'ai aucun doute sur l'intérêt des protocoles d'antibiothérapie aux urgences. C'est un enjeu qui est majeur pour toutes les spécialités médicales. C'est faisable, c'est pas si complexe et l'impact a été démontré, comme je vous ai montré, du moment qu'on ne se limite pas à imprimer des recos et les mettre dans les poches des gens ou envoyer des emails. Et ce qui est à discuter, c'est quelle priorité dans les protocoles, quel support, est-ce que c'est plutôt des logiciels de prescription ou est-ce que c'est des petits papiers ou des carnets dans les poches, quelle méthode pour les faire appliquer, et puis très important, comment on évalue une fois qu'on a mis ça en place que ça a bien apporté du progrès. Je vous remercie de votre attention.